Il existe un malentendu profond dans notre rapport à la solitude. On nous a appris à la craindre, à la fuir, à y voir le signe d'un échec relationnel ou d'une incapacité à s'intégrer. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement ceux qui se retrouvent seuls, on découvre quelque chose de troublant. Ce n'est pas toujours le monde qui les a rejetés. C'est souvent eux qui, sans même s'en rendre compte, ont cessé de participer à des jeux dont ils ne reconnaissaient plus les règles. Cette solitude n'est pas une punition. Elle est une réponse. Une réponse que le psychisme donne lorsqu'il ne peut plus se plier aux exigences d'un théâtre social qui l'étouffe. Jacques Lacan disait que le sujet ne se constitue que dans le regard de l'autre. Mais que se passe-t-il lorsque ce regard devient insupportable? Lorsque l'autre nous demande de jouer un rôle que nous ne reconnaissons plus comme nôtre? L'isolement commence rarement par une décision consciente. Il s'installe comme une évidence silencieuse, comme si quelque chose en nous avait compris avant notre esprit. On se retire des conversations qui ne mènent nulle part, des obligations sociales qui consument plus qu'elles ne nourrissent, des relations où l'on doit constamment se traduire pour être entendu. Ce retrait n'est pas de la misanthropie. C'est une forme de lucidité. Lacan parlait du stade du miroir, ce moment où l'enfant se reconnaît pour la première fois dans son reflet et construit son identité à travers l'image que lui renvoie le monde. Mais il arrive un moment dans la vie adulte où cette image devient trop lourde à porter, où l'on réalise que ce que les autres voient en nous n'est qu'une construction, un personnage que l'on a accepté d'incarner pour appartenir. Et lorsque cette conscience apparaît, quelque chose se brise. Non pas brutalement, mais comme un fil qui se détache lentement d'une tapisserie. L'isolement révèle une vérité dérangeante. La plupart de nos liens sociaux ne reposent pas sur la reconnaissance mutuelle, mais sur un pacte inconscient. Un pacte où chacun accepte de jouer son rôle pour que le système fonctionne. On se rencontre non pas pour se voir vraiment, mais pour confirmer les identités que nous avons construites. L'ami qui rassure, le confident qui écoute, le joyeux qui divertit. Ces rôles sont nécessaires, ils structurent la vie sociale. Mais ils ont un coût. Ils nous éloignent de nous-mêmes. Lacan insistait sur le fait que le désir est toujours le désir de l'autre. Nous ne désirons pas ce que nous voulons vraiment, mais ce que nous croyons que l'autre attend de nous. Et lorsque cette dynamique s'épuise, lorsque l'on ne peut plus désirer à travers le regard de l'autre, l'isolement devient inévitable. Ce n'est pas un échec. C'est un symptôme. Le symptôme d'une structure psychique qui refuse de continuer à se soumettre à des demandes qui ne lui appartiennent pas. Il y a une force particulière chez ceux qui acceptent cet isolement sans chercher à le fuir immédiatement. Une force qui n'a rien à voir avec l'orgueil ou l'indifférence. C'est la force de celui qui consent à habiter l'inconfort de ne plus être défini par les autres. Cette force ne vient pas de la certitude, mais de l'acceptation du manque. Lacan disait que le sujet est structuré par le manque, que c'est précisément ce vide constitutif qui nous met en mouvement. Mais dans le monde social, on passe notre temps à combler ce manque avec des objets, des personnes, des rôles. On fait comme si le vide n'existait pas. L'isolement, lui, nous ramène face à ce vide. Et c'est terrifiant. Parce que sans les distractions habituelles, sans les regards qui nous confirment, sans les interactions qui nous occupent, il ne reste que nous et ce trou béant au centre de notre être. Mais c'est aussi là que commence quelque chose de nouveau. Car ce vide n'est pas un ennemi. C'est un espace. Un espace où quelque chose d'autre peut enfin se dire. L'isolement agit comme un révélateur. Il montre ce que nous étions en train de devenir sans nous en rendre compte. Combien de nos gestes étaient motivés par la peur du rejet? Combien de nos paroles étaient calculées pour plaire? Combien de nos choix étaient dictés par le souci de correspondre à une image acceptable? Dans le silence de la solitude, ces mécanismes deviennent visibles. On se voit faire des choses pour un public imaginaire. On s'entend parler pour une audience qui n'existe plus. Et cette prise de conscience est douloureuse, mais libératrice. Car elle révèle à quel point nous avons vécu en fonction d'un autre fantasmé, un autre qui aurait toutes les réponses, qui saurait nous dire qui nous sommes. Lacan appelait cela le « grand autre », cet instant symbolique à laquelle nous nous soumettons sans même le savoir. L'isolement nous libère temporairement de cette soumission. Il nous montre que cet autre n'existe pas vraiment, qu'il n'est qu'une construction, un effet de langage. Et cette révélation, aussi vertigineuse soit-elle, ouvre une possibilité, celle de se réinventer sans demander la permission. Ce qui distingue ceux qui traversent l'isolement avec force de ceux qui s'y effondrent, c'est leur capacité à ne pas confondre solitude et abandon. L'abandon suppose qu'il y avait quelqu'un qui devait rester et qui est parti. Il suppose une promesse brisée, une attente déçue.
La solitude, elle, n'accuse personne. Elle est simplement un état, une configuration momentanée de l'existence. Lacan nous rappelait que l'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Cette formule paradoxale éclaire quelque chose d'essentiel. Nos relations sont toujours construites sur un malentendu fondamental. Nous attendons de l'autre qu'il comble notre manque, mais lui-même est structuré par le même manque. Personne ne peut sauver personne. Et lorsque cette vérité apparaît, deux chemins s'ouvrent. Soit on s'accroche désespérément à l'illusion, en multipliant les relations vides. Soit on accepte le malentendu et on apprend à vivre avec. L'isolement est souvent le lieu de cette acceptation. Il y a une étrange dignité dans le fait de se tenir seul sans chercher à remplir immédiatement ce vide. C'est une manière de dire « je ne suis pas à vendre ». Je ne vais pas me dénaturer pour appartenir. Je ne vais pas trahir ce que je ressens pour obtenir une place dans un système qui ne me reconnaît pas vraiment. Cette position n'est pas confortable. Elle expose à l'incompréhension, au jugement, à l'accusation de froideur ou d'arrogance. Mais elle est nécessaire. Car sans ce passage par l'isolement, on reste prisonnier d'une identité empruntée, d'un moi qui n'est qu'une somme de réactions aux attentes d'autrui. Lacan disait que le moi est une illusion. Ce que nous appelons « moi » n'est qu'une construction imaginaire, une image que nous avons fini par prendre pour la réalité. L'isolement déconstruit cette illusion. Il nous montre que ce « moi » stable et cohérent n'existe pas vraiment, qu'il est constamment en mouvement, constamment en train de se redéfinir. Et cette découverte, bien que déstabilisante, est aussi profondément libératrice. Ce qui rend l'isolement supportable, voire fertile, c'est la capacité à y voir non pas une fin, mais un passage. Un passage vers quelque chose que l'on ne peut pas encore nommer, mais dont on presse l'existence. C'est un temps de latence, un temps où les anciennes structures se défont sans que les nouvelles ne soient encore apparues. Lacan parlait de la traversée du fantasme, ce moment où le sujet renonce aux scénarios imaginaires qui organisaient sa vie et accepte de se confronter à ce qui est vraiment là. L'isolement est souvent le théâtre de cette traversée. On y renonce aux histoires que l'on se racontait sur soi-même, aux justifications, aux espoirs illusoires. On y fait face à une nudité psychique qui n'a rien de glorieux, mais qui est authentique. Et c'est dans cette authenticité, aussi inconfortable soit-elle, que quelque chose de nouveau peut commencer à se construire. Non pas un nouveau moi, mais une nouvelle manière d'être au monde. Une manière qui ne dépend plus de la validation permanente de l'autre. L'isolement révèle aussi la violence subtile des liens sociaux. Cette violence que l'on ne nomme jamais, mais qui opère chaque jour. La violence de devoir sourire quand on n'en a pas envie. La violence de devoir parler quand on préférerait se taire. La violence de devoir se justifier d'exister autrement. Cette violence n'est pas intentionnelle. Elle est structurelle. Elle est inscrite dans le fonctionnement même du lien social, qui exige de chacun qu'il se conforme, qu'il se rende prévisible, qu'il joue le jeu. Et lorsque l'on cesse de jouer, on devient suspect. On dérange. Non pas parce que l'on fait quelque chose de mal, mais simplement parce que l'on ne fait plus ce que l'on attend de nous. Lacan disait que le névrosé est celui qui préfère la certitude de sa souffrance à l'incertitude de sa guérison. Beaucoup restent dans des relations qui les épuisent parce que l'inconnu de la solitude leur semble pire. Mais ceux qui osent franchir ce seuil découvrent quelque chose d'inattendu. L'incertitude n'est pas un vide, c'est un espace de possibilités. Ce qui se reconstruit dans l'isolement n'est pas une nouvelle identité sociale, mais une relation différente à soi-même. On apprend à s'écouter sans se juger immédiatement. On apprend à ressentir sans chercher aussitôt une explication. On apprend à exister sans se raconter une histoire cohérente. Cette présence à soi, dépouillée des narratifs habituels, est ce que Lacan pourrait appeler une forme de « désêtre ». Non pas disparaître, mais cesser d'être captif des identifications imaginaires. Cesser de se croire obligé d'être quelqu'un de précis pour mériter d'exister. Cette liberté est vertigineuse. Elle ne ressemble pas à ce que les livres de développement personnel promettent. Elle n'est pas un épanouissement radieux, mais une acceptation tranquille. L'acceptation que l'on ne sera jamais complètement compris, que l'on ne se comprendra jamais complètement soi-même, et que c'est précisément cela qui rend la vie vivable. Car c'est dans cet écart, dans ce malentendu fondamental, que le désir peut continuer à circuler. L'isolement enseigne aussi quelque chose sur la nature du langage. On découvre combien de nos mots étaient vides, combien de nos phrases étaient des rituels sociaux plutôt que des expressions authentiques. Dans le silence de la solitude,
On commence à entendre la différence entre parler pour combler le vide et parler pour dire quelque chose. Lacan insistait sur le fait que l'inconscient est structuré comme un langage. Mais il ajoutait aussi que le langage nous structure en retour, qu'il nous impose ses lois, ses limites, ses impasses. Nous ne disons jamais exactement ce que nous voulons dire. Il y a toujours un reste, quelque chose qui échappe, qui glisse entre les mots. L'isolement nous rend sensibles à ce reste. On cesse de croire naïvement que la communication résout tout, que si l'on trouve les bons mots, on sera enfin compris. On accepte que le langage soit insuffisant, qu'il y ait toujours une part de soi qui demeure indicible. Et paradoxalement, cette acceptation rend la communication plus authentique lorsqu'elle se produit. Car on ne cherche plus à tout dire. On accepte de dire seulement ce qui peut l'être, en sachant que le reste restera dans l'ombre. Ce qui effraie le plus dans l'isolement, c'est peut-être cette découverte: nous sommes fondamentalement seuls, même au milieu de la foule. Même dans l'intimité la plus profonde, il y a une distance irréductible entre soi et l'autre. Lacan disait que il n'y a pas de rapport sexuel, formule provocante qui signifie qu'il n'existe pas de complémentarité parfaite, pas de fusion totale possible entre deux êtres. Chacun reste enfermé dans son propre monde symbolique, dans sa propre manière de construire le sens. Et lorsque l'on comprend cela, deux réactions sont possibles. Soit on tombe dans le désespoir, en concluant que toute relation est vouée à l'échec. Soit on trouve une forme de paix dans cette impossibilité même. On cesse d'attendre de l'autre qu'il nous complète, qu'il nous comprenne totalement, qu'il donne un sens à notre existence. On accepte que chaque rencontre soit un malentendu créatif, un espace où deux solitudes se frôlent sans jamais vraiment se rejoindre. Et c'est précisément cette distance qui rend la relation supportable, voire belle. L'isolement n'est donc pas le contraire du lien. Il en est la condition. Car c'est seulement en acceptant sa propre solitude fondamentale que l'on peut rencontrer l'autre sans l'étouffer, sans exiger de lui qu'il comble nos manques. Ceux qui n'ont jamais traversé l'isolement restent souvent dans une dépendance affective qui se déguise en amour. Ils confondent besoin et désir, attachement et passion. Ils s'accrochent à l'autre comme à une bouée, et cette étreinte désespérée finit toujours par étouffer. Lacan distinguait le besoin, la demande et le désir. Le besoin est biologique, il peut être satisfait. La demande est adressée à l'autre, elle appelle une réponse. Mais le désir, lui, est irréductible. Il ne peut jamais être totalement satisfait, car il naît précisément du manque constitutif du sujet. L'isolement nous met face à ce désir dans sa forme la plus pure, dépouillé des demandes adressées à l'autre. On découvre que ce que l'on cherche vraiment n'est pas dans l'autre, mais dans ce mouvement même de recherche, dans cette tension vers quelque chose qui nous échappe toujours. Il y a une maturité particulière chez ceux qui ont appris à habiter leur solitude, sans la fuir ni s'y complaire. Ils ne rejettent pas les relations, mais ils n'en font plus une question de survie psychique. Ils peuvent aimer sans s'effacer, s'attacher sans se perdre, partager sans se trahir. Cette maturité n'est pas le résultat d'un apprentissage intellectuel. Elle vient d'une transformation profonde, d'une réorganisation de la structure psychique. Lacan parlait de « passe », ce moment où l'analysant devient capable de se tenir debout sans le soutien de l'analyste, sans le soutien du grand hôte. L'isolement peut fonctionner comme une forme de « passe » spontanée, un moment où l'on est forcé de renoncer aux béquilles symboliques et de trouver en soi-même un point d'appui. Ce point d'appui n'est pas une certitude. Ce n'est pas un moi fort et cohérent. C'est plutôt l'acceptation de sa propre inconsistance, de sa propre vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est cette acceptation qui donne de la solidité. L'isolement révèle aussi quelque chose sur le temps. Dans l'agitation sociale, on vit dans un temps fragmenté, découpé par les obligations, les rendez-vous, les interactions. Chaque moment est orienté vers un but, chaque silence doit être rempli. Mais dans la solitude, le temps prend une autre texture. Il devient plus dense, plus présent. On cesse de le fuir, de chercher constamment à le tuer. On apprend à l'habiter, à y trouver une forme de plénitude qui n'a rien à voir avec le divertissement. Lacan disait que le temps logique n'est pas le temps chronologique. Il y a des instants qui contiennent des années, et des années qui passent sans laisser de traces. L'isolement nous fait expérimenter ce temps logique, ce temps subjectif où les événements ne se mesurent pas à leur durée, mais à leur intensité psychique. Un moment de clarté dans la solitude peut avoir plus de poids qu'une décennie de vie sociale routinière. Et cette découverte change notre rapport à l'existence. On cesse de courir après le temps, de vouloir le remplir à tout prix.
On accepte qu'il y ait des temps vides, des temps d'attente, des temps où rien ne se passe en apparence, mais où tout se transforme en profondeur. Ce qui rend l'isolement difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont jamais traversé, c'est qu'il ne ressemble pas à l'image que la société en donne. On nous montre des personnes brisées, abandonnées, incapables de fonctionner. Mais la réalité est souvent inverse. Ceux qui traversent l'isolement avec conscience ne sont pas des victimes, mais des explorateurs. Ils explorent un territoire psychique que la plupart évitent soigneusement. Et ce qu'ils y découvrent les transforme. Ils reviennent dans le monde social avec une liberté nouvelle, une capacité à dire non, à poser des limites, à ne plus se soumettre aux injonctions implicites. Lacan disait que la liberté commence où finit la certitude. Dans l'isolement, toutes les certitudes s'effondrent. On ne sait plus qui on est, ce que l'on veut, où l'on va. Et c'est précisément dans cette incertitude radicale que la liberté devient possible. Car on n'est plus tenu par les définitions anciennes, par les rôles assignés, par les attentes intériorisées. On est, pour un temps, dans un espace indéfini où tout peut se reconfigurer. L'isolement n'est donc pas un échec, mais une étape. Une étape nécessaire pour ceux qui ne peuvent plus continuer à vivre dans la fiction sociale sans en étouffer. Ce n'est pas une solution définitive, mais un passage obligé. On n'y reste pas éternellement, mais on en sort transformé. On en sort avec une capacité nouvelle à distinguer les relations authentiques des jeux sociaux, à reconnaître ceux qui nous voient vraiment de ceux qui ne voient que le rôle que nous jouons. Et cette capacité de discernement change tout. On construit alors des liens différents, plus rares peut-être, mais infiniment plus nourrissants. Des liens où l'on peut être soi-même sans se traduire, où le silence n'est pas une menace, où la distance n'est pas un rejet. Lacan nous rappelait que l'amour, c'est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. Formule complexe qui signifie peut-être ceci. L'amour véritable n'est pas la fusion, mais l'acceptation de la distance, l'acceptation que l'autre reste toujours partiellement étranger, et que c'est précisément cet écart qui maintient le désir vivant. Au terme de ce parcours dans l'isolement, quelque chose d'essentiel se révèle. Tu n'es pas seul par hasard. Tu n'es pas seul parce que tu as échoué, parce que tu es inadapté, parce que quelque chose ne va pas chez toi. Tu es seul parce que tu as refusé de continuer à jouer un jeu dont tu ne comprenais plus les règles. Tu es seul parce que ton psychisme a dit non à une violence symbolique que tu ne pouvais plus tolérer. Tu es seul parce que tu as eu le courage, même inconscient, de préférer l'authenticité inconfortable à la conformité rassurante. Et cette solitude, loin d'être une faiblesse, est le signe d'une force intérieure que peu de gens possèdent. La force de se tenir debout sans le regard de l'autre. La force d'accepter le manque, sans chercher à le combler immédiatement. La force de vivre dans l'incertitude sans s'effondrer. Cette force n'est pas spectaculaire. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Mais elle est réelle, et elle te transforme profondément. L'isolement n'est donc pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une vie où tu n'as plus besoin de l'approbation constante des autres pour savoir que tu existes. Le commencement d'une liberté qui ne ressemble pas à ce que l'on t'avait promis, mais qui est infiniment plus précieuse. Une liberté qui ne vient pas de l'accumulation de choix, mais de l'acceptation de ton désir tel qu'il est, dans toute son étrangeté, dans toute son irréductibilité. Lacan disait, ne cède pas sur ton désir. C'est peut-être là l'enseignement le plus profond de l'isolement. Ne pas céder sur ce qui fait que tu es toi, même si cela implique de se tenir à l'écart, même si cela dérange, même si cela inquiète. Car c'est dans cette fidélité à soi-même, aussi imparfaite soit-elle, que se trouve la seule forme de paix véritable. Non pas la paix d'un moi reconstitué et solide, mais la paix d'un sujet qui accepte son inconsistance, son manque, sa solitude fondamentale. Et qui, de cette acceptation même, tire la force de rencontrer le monde autrement. Avec plus de vérité. Avec plus de présence. Avec plus d'humanité.